essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Dès 2020, on savait que ça allait coûter 1 milliard de dollars. Est-ce que Carl Malenfant va être sacrifié? J'espérais que tu allais reprendre. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir toutes les déclinaisons de sac. Je t'avouerais que ça tourne toujours un peu autour de ta propre expression, Richard, le sacrement. Là, mais, oui. Fait que sacrifier, puis sacrons-le dehors, puis tout ça. Mais oui, je sais pas si on va sacrifier Carl Malenfant. Ben déjà, il est plus là, mais clairement, il est en train de se faire sacrifier sur la place publique là, de manière assez évidente. C'est toujours difficile de départager qu'est-ce qui est de la pure incompétence, qu'est-ce qui est vraiment de la mauvaise foi, voire de la fraude, puis qu'est-ce qui est juste comme... Tu sais, on aime ça avoir un souffre-douleur. Hein? On aime ça avoir un genre de personne, là, un petit veau là, qu'on envoie à l'abattoir. Là. Ça semble converger vers ce monsieur. Effectivement, ça faisait longtemps qu'on le savait. Plein d'irrégularités, Richard. C'est le roman savon. J'essayais de penser cet après-midi si on pourrait en tirer un film, puis je t'en arrivais à la conclusion que ce serait un film un peu plate, mais tu sais, le sac clic, je sais pas, avec Edward Norton. Bref, je délirais un peu, mais c'est une bien triste affaire. Et clairement, là, on approche de plus en plus, Richard, non pas seulement des histoires de ça a pris plus de temps, c'était plus compliqué qu'on pensait, mais vraiment des gens qui ont menti, des gens qui ont dissimulé de l'information, des gens qui ont donné des passe-droits à des amis, à des collègues. Écoute, c'est pas compliqué, Richard, quand il est arrivé à choisir entre les deux firmes finalistes, l'une, celle qui l'a emporté, qu'on appelle l'Alliance, là, SAP-LGS, faisait face à Deloitte, si j'ai bien compris, et chez Deloitte, il y avait le frère de Monsieur Malenfant, et il n'avait pas déclaré ça comme un conflit d'intérêts. Et le gars, il était comme senior des technologies, là, tu sais. C'est quand même abracadabrant comme aventure. Et puis, je me pose la question, puis c'est une ligne qui revient souvent sur le web. Là, je prends part à plusieurs conversations, notamment depuis mon article sur ce sujet-là, Richard, mais beaucoup de gens qui disent, tu sais, aujourd'hui, là, on fait la commission galant, là, puis on ouvre le capot de SacClick, puis on regarde comment la saucisse est fabriquée, là, mais tu pourrais prendre n'importe quelle société d'État, là, ça serait la même affaire. T'sais. Fait que là, on zoome sur celle-là parce qu'il y a eu évidemment une faute là, qui a été grave, là, 1 milliard de dollars dépensés presque inutilement, mais tu pourrais faire un exercice similaire. Et donc, certains en appellent qu'on mène une genre de croisade envers tous les projets informatiques du gouvernement du Québec. Parce que apparemment, c'est toujours comme ça. C'est toujours des anciens copains qui se passent des millions de dollars, puis des frères, puis des cousins, puis des conjoints. La bonne nouvelle, c'est qu'on a mis de côté le fameux projet d'identité numérique. Heureusement. Qu'on l'a mis de côté. Mais écoute, je lisais notre collègue du journal, Nicolas Lachance, du Journal de Québec, qui disait dès 2014... Dès 2014, on disait, d'après moi, il va y avoir des gros dépassements de coûts. Écoute, ça fait 11 ans, 2014. Si bien que, et ça, c'est l'autre révélation qui m'a jeté à terre, puis là, je réitère, hein, je t'ai parlé de ma comptabilité à double entrée la semaine dernière, Richard. J'espère qu'on va commencer à soulever le capot chez le fournisseur, parce que j'ai toujours pas eu de nom chez SAP LGS, moi. Puis j'aimerais bien savoir c'est qui le boss de cette patente-là qui a facturé 1 milliard de dollars. Mais clairement, il y a eu magouille parce que lorsque l'offre il y a eu plusieurs versions de l'offre, là, tu sais, c'est des grands projets, là, ça progresse. Apparemment, entre la première version et la version finale qui a été considérée et qui a permis d'octroyer le mandat, il y aurait eu le retrait d'environ 750 000 heures de travail. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que quelques années plus tard, on a réalisé qu'il manquait 1 million d'heures au mandat initial. Puis là, on a demandé une extension puis plus d'argent. Fait que dans le fond, on a gagné un mandat sur la base d'une prémisse qu'on savait fausse. On a volontairement montrer moins d'heures que n'en prenait le projet. C'est ce qui a permis à cette entreprise-là de gagner le mandat. Et pour moi, Richard, ça s'apparente sérieusement à de la fraude dans le cadre d'un appel d'offres.
J'ai bien hâte qu'on fasse toute la lumière sur cette affaire-là parce que je suis drôlement, là, aussi choquant que tout ça soit-il, je suis encore sur ma fin, moi, Richard. J'ai hâte de savoir la fin du roman, là. Tu veux parler de Daft Punk et la soudure? Ouais, c'est toi qui as mis une image sur les médias sociaux, ça m'a fait réagir. En fait, c'est l'image qui a été utilisée pour illustrer cette nouvelle information, Richard, qui est très inquiétante pour moi. Puis tu sais, on parle de la grève possible des travailleurs de la construction, puis des renégociations de conventions collectives. Parce qu'on voyait deux gars qui faisaient de la soudure avec des masques de c'est soudeur, ça, puis je disais, on dirait que c'est le retour de Daft Punk. On dirait de Daft Punk. Mais ce que ça dissimule, tout ça, Richard, ce Daft Punkisme, en fait, c'est que l'année dernière, là, 75% des gens qui sont entrés dans le domaine de la construction l'ont fait sans avoir suivi la moindre formation. Et ça, c'est un vrai gros problème qu'on a au Québec et ça, c'est en nette augmentation depuis 10-15 ans. Il fut une époque où c'était presque une personne sur deux, voire plus, qui entrait dans le métier en ayant suivi un DEP en soudure, en charpenterie, comme frigoriste, comme opérateur de machinerie lourde. Aujourd'hui, c'est à peine le quart. Et ce que ça veut dire, c'est que, je sais pas, Richard, as-tu déjà conduit une pépine, toi? Non, pas encore. Moi, j'ai déjà fait ça, honnêtement. Tu sais, une petite tractopelle, là, ben, tu sais, mon oncle en avait loué une, je me suis assis là-dessus. Tu sais, c'est compliqué, mais la première fois, t'es vraiment poche. Comme, tu pourrais tuer quelqu'un, là, tu sais, puis là, tu fais des trous ben trop gros, ça swing dans tous les sens. Puis évidemment, je devine que dans la construction, c'est un peu la même chose. L'opérateur là, qui arrive le premier jour, puis tu lui demandes de faire une tâche, de poser de la tuile, de sabler le bout de bois, de couper ça à 6 pieds et un quart, c'est sûr qu'il fait tout croche. Donc quand on dit qu'il y a un problème de productivité, qu'il y a un problème de compétence dans l'industrie de la construction, c'est en raison de ça notamment, Richard. Puis le problème, il dépend de plein d'acteurs, mais j'ose croire là, que par-delà la question des salaires là, qui obsède tout le monde ces temps-ci, on va vraiment se poser la question de comment on peut s'assurer que dans la construction au Québec, on ait des gens qui sont formés pour faire la job qu'ils font et pas juste deux bras puis une tête. Viens donc, je vais te montrer comment poser du J-Proc. C'est pas comme ça qu'on gagne en productivité. Puis c'est exactement une des raisons pour laquelle le coût de la construction n'arrête pas d'augmenter. Ce sont des gens qui ne savent pas faire un métier, qui sont responsables de construire beaucoup des maisons au Québec. Et ça, c'est un vrai drame national, si tu veux, mon ami. Tu sais, on avait fait comme un genre de formation rapide pour les gens en construction. Ouais, on en a parlé. Ça a rien donné pour plusieurs raisons. Puis ça, tu sais, je n'ai parlé à de nombreuses tribunes. Je pense que Jean Boulet m'a déjà écouté parce que, j'ose croire, mais on a fait plusieurs erreurs. Évidemment, la première chose, c'est qu'on a garoché ces formations accélérées-là beaucoup trop rapidement. On les a pas réfléchies. Donc, on a dit aux enseignants, là, hey, vous avez 2-3 mois, là, faites-moi des formations vite. C'est pas comme ça qu'on conçoit de la pédagogie. L'autre enjeu, c'est qu'on a rémunéré les gens pour suivre ces formations-là, mais on les a rémunérés à la semaine. Moi, Richard, je vais te dire une affaire, je vais faire un pari avec toi. Si je te rémunère, là, puis c'était cher, c'était plus que le salaire minimum, là, c'était 3-4 000 $ par mois. Si je te paye pour aller te former, tu vas aller t'asseoir à ton cul, tu vas écouter le truc, tu vas faire quelques bricoles, puis à la fin, tu n'auras aucun intérêt autre que possiblement l'argent que tu as reçu. Fais un scénario inverse. Donne la rémunération en fonction de la note que la personne obtient à l'examen final. Donne le chèque à la fin, quand la personne a fini la formation, ou même encore mieux, 1 an après la formation, quand elle a travaillé dans le domaine de la construction plus de 1000 heures. Donne des incitatifs pour ces gens-là de prendre la formation au sérieux, puis d'aller travailler dans le domaine. Là, on a fait ça tout croche, on a donné de l'argent gratuit aux gens dès le premier jour. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ben, ils se sont rués là-dessus. Puis la preuve, Richard, c'est qu'il y a une grande proportion de ces individus-là qui se sont exclus de l'industrie. Ils ont fait la formation. Puis tu sais, c'est pratique. Si tu veux rénover ton chalet, Richard, tu peux aller t'asseoir, là, suivre une formation en maçonnerie, suivre une formation en ébénisterie, apprendre comment gosser du bois, puis après ça, tu retournes chez vous puis tu vas fabriquer ton chalet. Ben, c'est pas comme ça qu'on devrait penser l'industrie de la construction. Mais comment ça qu'ils n'ont pas vu ça? Comment ça qu'ils n'ont pas prévu ça? C'est comme s'ils connaissaient pas l'être humain. Et entre toi et moi, quand tu étais sur ta pépine, est-ce que tu as renoué avec le petit gars qui jouait au Tonka quand il était petit?
Ouais, vraiment. Puis honnêtement, j'ai un rêve d'adulte maintenant et qui surviendra certainement d'ici à ma retraite, c'est de m'acheter une pépine, Richard. Et je salue tous les propriétaires de pépines qui nous écoutent. C'est un des plus grands plaisirs qu'un homme peut trouver en 2025. Achetez-vous des pépines, les amis, c'est l'avenir. Merci. Voilà, et Uar Tonka. Merci, Francis Almès. À demain, Richard.